Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Bon, déjà, si vous connaissez cette scène, si vous connaissez de quelle série il s'agit, c'est que vous savez qu'on va parler de quelques-uns des tubes les plus importants des 30 dernières années dans la pop music, mais aussi que vous êtes vieux. C'est-à-dire qu'on peut même le conjuguer, je suis vieux, tu es vieux, il ou elle est vieux, elle est vieux, nous sommes vieux, bref. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'espérer de goûter un peu de sang de chair pour ne pas que ça craque trop vite. Et pour ceux qui n'auraient pas compris la scène et qui ne connaîtraient pas exactement ce dont on va parler, elle exprime que globalement, pour une certaine époque, pour une certaine génération, connaître par cœur cette mélodie, ces paroles, même si elles peuvent être un peu cheap, c'était un acquis. Tout le monde plus ou moins, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, à une certaine époque, connaissait ce tube. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Now number 5. I never wanna hear you say, woo! I want it that way. Ah, chills. Literal chills. It was number 5. Number 5 killed my brother. Oh my god, I forgot. Aujourd'hui, on va revenir sur l'un des groupes les plus lucratifs de toute l'histoire de la pop music. Pour vous situer un peu, il n'y a que les Beatles en termes de boys band masculin qui ont vendu plus que les Backstreet Boys. Leur ère fut une folie totalement démesurée. Partout où ils passaient, les filles tombaient comme des mouches. Ils savaient chanter. Looking back on the things I've done, I was trying to be someone. Ils ont enchaîné les hits. Et pourtant, eux aussi, parce qu'on commence à être habitué, à partir d'un moment, ont dû sortir la fameuse calculatrice. Parce qu'après leurs premiers 30 millions de disques vendus, ils se sont rendus compte qu'ils ne touchaient chacun que 12 000 $. You realize that this is called the music business. Don't forget that while you're on stage doing your music, your business can be walking out the door. Bien sûr, ils étaient dans la chambre de millions de petites filles dans le monde. Partout où ils passaient, ils étaient prêts à se détruire pour eux. Mais ils étaient quasiment tous broke. Et dans cette vidéo, on va revenir sur le comment, le pourquoi ils se sont retrouvés dans cette situation-là. Mais aussi, surtout, comment ils ont fait pour en sortir et comment, selon moi, aujourd'hui, ils sont plutôt un modèle de construction de carrière adulte. Parce qu'avec leur dernier album, DNA, il faut savoir que les Backstreet Boys ont réalisé de meilleures premières semaines que l'album en commun de Jay-Z, de Beyoncé, ou encore très proche de l'album d'Ariana Grande, sorti à la même année. Alors, comment ils ont réussi, malgré les épreuves, malgré la chute, malgré la dispute et la rivalité avec les NSYNC, à se stabiliser et à avoir ce qui pourrait être un modèle pour plusieurs autres artistes, y compris dans la zone hip-hop et R&B. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo qui explique aussi pourquoi les Backstreet Boys au niveau du son sont malgré tout en amont de tout ce qui s'est fait sur la scène pop depuis environ 20 ans. On va comprendre ce qui les a fait chuter. Est-ce que c'est la fin du modèle des boys band? Est-ce que c'est la qualité musicale? Est-ce que c'est le rapport avec la farine, la drogue de certains membres? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne, à participer au Tipeee. Et pour commencer cette vidéo, je vais vous offrir, bien sûr, la forme de mon cœur. Les Backstreet Boys sont la quintessence de ce qu'on a appelé les American Babies, à savoir ces espèces de petits bébés qui savent déjà tout faire depuis le berceau. Dès qu'ils sourient, c'est Julia Roberts, toi tu souris, t'as pas de dents, enfin... J'ai fini par me dire que ça doit être dans l'eau en fait. Il y a quelque chose là-bas qui doit faire en sorte que ces petits gars, quand ils arrivent sur Terre, sont galvanisés de talent comme avec la potion d'Obélix. Dans le cas présent, leur histoire va commencer avec Eddie. C'est un petit garçon qui naît en Floride, son père l'abandonne, ce qui va créer un grand manque dans sa vie. Mais de l'autre côté, il va avoir cette passion incroyable pour l'entertainment américain, chanter, danser, jouer la comédie. Il va faire des cours de hip-hop, de gymnastique, de salsa, de merengue et tout ça, il n'avait même pas encore 12 ans. C'est-à-dire que quand il va arriver à 12 ans, il avait déjà joué dans 27 comédies musicales. Et comme vous le savez, dans ce genre de schéma, les parents poussaient et l'amenaient à chaque fois dans plusieurs petits concours artistiques dans la région. C'est là qu'il va tomber sur son premier camarade, Howie, qui était aussi un autre petit garçon qui faisait la même chose que lui, à savoir qu'il parcourait les États-Unis en faisant pas mal de concours pour pouvoir exposer ses différents talents. Les deux s'étant trouvés, ils n'ont que 14 ans, mais ils harmonisent ensemble, ils jamment et ils commencent à se dire qu'ils pourraient peut-être former un petit groupe. Un jour, pendant qu'ils sont en train de chanter, ils tombent sur un monsieur qui se dit « Ah, c'est pas mal ce que j'entends, ça a l'air plutôt cool. Pourquoi ne pas commencer à les manager ?» Il le fait un peu de loin sans trop y croire, mais il les pistonne quand même et ils vont donc tomber un jour lors d'une autre audition sur le troisième membre qui lui était extrêmement jeune, il n'avait que 12 ans, mais très très fort vocalement. Il s'appelait donc Nick et c'était un lyrique ténor avec 3 octaves.
Les trois s'étant trouvés, l'aventure aurait pu commencer. Mais là, un jour, ils vont tomber sur une annonce dans un journal. L'annonce est lancée par un monsieur qui s'appelle Lou Pearlman et ce monsieur dit qu'il veut former un groupe comme les New Kids on the Block qui était un groupe qui cartonnait à l'époque ou encore les Boyz II Men. Ils vont répondre à la fameuse annonce et au fil de quelques péripéties, ils vont tomber sur les deux autres membres du groupe, à savoir Kevin et Brian, qui en plus étaient cousins. Maintenant, leur histoire va commencer et elle commence surtout dans la tête de ce monsieur qui s'appelle donc Lou Pearlman. Et en plus, c'est quelqu'un qui n'y connaît rien à l'univers du disque. Tout ce qu'il y voit, c'est l'argent et notamment le merchandising. Quand il voit les tournées de certains groupes, ils se disent mais les filles là sont complètement folles. Elles font dépenser des sommes astronomiques à leurs parents. Il faut absolument que j'ai une partie de ces fonds. C'est pour ça qu'il entre dans le business et en plus il n'est pas con. C'est-à-dire que le nom Backstreet Boys leur est donné en lien avec une rue d'Orlando. Un truc bien américain pour qu'il y ait ce lien avec le terroir et surtout dès le départ, le plan marketing des Backstreet Boys est de dire nous sommes la version blanche des Boyz II Men. We've come to the end of the road. Alors, je m'arrête ici parce que souvent, quand je dis ce genre de choses, j'ai l'impression que certaines personnes sont un peu gênées. C'est-à-dire qu'elles se disent « Oh mon Dieu, il a dit blanc, noir, machin, enfin bref. » J'aime des mails assez goulus par rapport à ça. Et je vais vous préciser quelque chose. Quand je dis ça, ce n'est pas pour que vous vous sentiez attaqué, vexé ou ce genre de choses. Je vous explique le schéma pour qu'il n'y a pas de problème dans leur histoire à catégoriser les gens. C'est-à-dire que eux-mêmes, les Backstreet Boys, au début, en ont joué sans trop en jouer en disant « Oui, nous sommes la version blanche des Boyz II Men. » Mais justement, si les gens attendent ça de nous, il faut vraiment qu'on ait le niveau vocal. If we could be a white version of Boyz II Men, if we let people know and we show them our vocal ability, then that's all that matters. Le plan marketing, si vous connaissez bien les vidéos de la chaîne, est assez simple mais pas bête pour autant. C'est-à-dire qu'il se dit, quand je vois comment les groupes, notamment les groupes de R&B là, cartonnent, il y a quelque chose à se faire. Le seul truc, c'est que malgré tout, ils sont limités sur leur audience. C'est-à-dire que Boyz II Men, ça vend beaucoup, mais ça fait pas non plus 20 millions partout dans le monde. Ça vend beaucoup aux États-Unis où le R&B est très ancré. Mais Boyz II Men, même si c'est un phénomène mondial, ce n'est absolument pas un gros phénomène pop parce que la plupart des gens dans le monde écoutent principalement de la pop music. Donc il se dit, si je réussis à avoir un groupe de 5 chanteurs blancs qui peuvent se rapprocher, mais pas trop non plus de ce que les Boyz II Men font et qui sont plus relatable au niveau de l'image à toutes les jeunes filles dans le monde, bon en fait je pourrais faire le casse du siècle. C'est comme ça que Lou Pearlman pense son projet. C'est comme si vous disiez par exemple que bon, Stevie de Music Flings fait plus ou moins cette chaîne YouTube axée sur un public très R&B. Est-ce que si je prends un autre YouTuber beaucoup plus light avec un truc beaucoup plus pop, est-ce que je vais pas toucher une plus grosse audience? Ce n'est pas, on est d'accord, quelque chose qui réussit à chaque fois. Ce n'est pas une science exacte, mais dans la vision d'un investisseur, c'est le fait de se dire que je maximise les chances d'avoir le gros lot de mon côté. Et pourtant, le gros lot ne va pas tout de suite venir pour les Backstreet Boys. À savoir que dans les premières années, notamment aux États-Unis, c'est la galère. Et c'est là que Lou Pearlman, qui est vraiment pas un mec de l'industrie, va avoir encore une fois une idée bizarre mais très intelligente et je veux que vous la reteniez. Il va leur dire bon, comme on n'arrive pas à percer tout de suite, on va faire quartier par quartier, on va faire école par école. Vous allez chanter un peu partout en fait. Donc du coup, on les prenait dans un petit bus et ils faisaient chaque quartier, chaque école. Ils étaient parfois moqués, ça a même été souvent abominable pour eux, mais ils allaient jusque dans les petites campagnes et ça a créé deux choses. La première chose, c'est que malgré tout, on a retenu leur nom et la seconde, c'est qu'ils se sont perfectionnés vocalement, c'est-à-dire qu'ils se sont entraînés à chanter ensemble et à perfectionner leurs harmonies. Mais le souci principal du groupe qui va les empêcher tout de suite d'avoir un deal, c'est qu'en réalité leurs concurrents, et pas simplement les Boyz II Men, mais beaucoup de groupes R&B très vocal de l'époque sont hyper présents et les labels américains pour le coup ont l'impression qu'ils ne pourront pas faire face à ce genre de groupe. Jive Records va finir par les signer, mais ils ne sont pas leurs produits phares. Et c'est là que Lou Pearlman va encore avoir une très bonne idée de quelqu'un qui investit, c'est-à-dire qu'il suit son argent. Il va se dire mais en fait, vu que les gars des États-Unis là nous disent que c'est frileux, c'est très R&B comme marché à l'époque, nous sommes en 94. Si ça allait autant, où se trouve donc le point faible des groupes qui cartonnent aux États-Unis?
Et logiquement, comme vous êtes très brillant, vous allez savoir que c'est l'Europe. Parce que si les Boyz II Men vendent très très bien aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose en Europe en fait. Le succès est présent, mais il est moindre parce que les Européens sont beaucoup plus pop. Et c'est donc là qu'il va avoir la très bonne idée de se dire, bah autant commencer par attaquer le marché européen. Il va envoyer les gars travailler avec Denise Pop et bien sûr son poulain de l'époque qui était Max Martin. Et ils vont donc produire plusieurs des premiers tubes de Boyz II Men qui vont donc commencer par être marketés et ensuite cartonnés sur le marché européen. Ou encore Quit Playing Games With My Heart. Ou encore Get Down, You Are The One For Me. Ils vont faire 3 millions de ventes sur leur premier album qui en soi n'est pas une formule exceptionnelle. Les Backstreet Boys en termes de son, c'est une sorte de boucle pop sur des up-tempo très inspirés de la New Jack et ensuite des ballades romantiques qui vont faire fondre toutes les filles. Et bien sûr le tout saupoudré par le fait que ce soit de très bons chanteurs qui connaissent tous très bien leur voix. Et tout de suite après le succès de 96, ils vont enchaîner sur le second album en Europe qui sera lancé par l'un de leurs titres les plus connus, à savoir Backstreet Back. Ou encore la ballade As Long As You Love Me. Et ça va être un autre raz de marée en Europe. Quand le label va voir ça, ils vont se dire mais les chiffres sont tellement dingues en Europe que ce serait impossible que les Américains passent sur ça. Il y a un vrai marketing à faire autour d'eux et c'est ce qui va être fait en fait. On va les vendre comme les superstars américaines partout en Europe qui reviennent sur le territoire américain après une tournée festoyante, vraiment les conquérant dans les reportages avec des avions à leur nom. C'est-à-dire qu'on les présente déjà comme les gars du terroir dont vous ne vouliez pas trop là, qui ont réussi ailleurs, mais ils sont toujours super humbles, très croyants, parce que ça c'est très important. Ils parlent beaucoup de leur rapport à Dieu, à la religion, mais musicalement eux-mêmes ne perdent pas le nord. Ils se souviennent qu'au début ils n'étaient pas assez R&B, que le public américain est beaucoup plus R&B, et ils le disent, ils disent comment on va ressortir notre album là sur le territoire américain, il y aura beaucoup plus de titres R&B. On sait que le public européen est beaucoup plus pop, mais on revient à la maison et on a la formule. More R&B because the style of music, the mainstream in America is a little more R&B as comparison to Europe and some other places where it's more pop oriented. Mais en réalité, ils ne vont plus avoir besoin de changer la fameuse formule. Nous sommes en 97, les années ont passé, le public a changé et évolué et surtout les jeunes filles qui visent sont totalement ouvertes à ce son beaucoup plus pop. Surtout que derrière, il semble y avoir une sorte de fraîcheur en fait. Ce ne sont pas les producteurs américains habituels qui le font, ce sont des producteurs européens qui ont une mouvance différente. Et même si ça ne séduit pas de ouf les critiques, les filles elles aiment leur physique et ils vont enchaîner les hits. Ils vont quand même essayer d'avoir ce truc un peu plus R&B, très Boyz II Men sur la chanson I Will Never Break Your Heart. Au début même on entend les voix parler, on dirait un titre typique des Boyz II Men. Mais progressivement, dans leur entrée sur le marché américain, ils vont trouver leur identité, notamment vocale. Et ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'en réalité, effectivement, nous sommes dans un groupe pop. C'est-à-dire qu'ils savent tous très bien chanter, mais ils sont pas censés non plus en faire trop, être trop démonstratifs, parce qu'ils s'adressent à un public plutôt familial. Donc c'est censé être un peu lisse, mais il y a toujours, et c'est ça qui donnait de la couleur à leurs acapellas. Par exemple, la basse de Kevin qui est là pour soutenir. Le timbre si particulier et si riche de A.G. Et Brian qui est une espèce de caméléon parfois dans les aigus. Ces 5 gars-là, une très bonne image, très familiale, très chrétienne, des tubes pop faciles que tout le monde peut écouter. Et en plus, ils chantent l'amour aux jeunes petites filles. C'est un raz-de-marée, mais tout de suite, il commence à y avoir des drames. Le premier, c'est que Brian doit se faire opérer et il communique dessus en disant que Brian est malade, donc du coup, on va repousser la tournée. Ce qui, dans un sens, va renforcer le lien que les fans vont avoir avec le groupe, c'est-à-dire qu'un membre est malade, ils soutiennent le membre, ils sont tous ensemble, c'est vraiment une famille. Et de l'autre côté, le même Brian va soulever un problème de fond, certains vont s'en souvenir, c'est à peu près la même chose que dans la vidéo sur les En Vogue. Il va venir devant ses potes et il va leur dire, les gars, on ne gagne rien. Entre 92 et 97, regardons nos comptes en banque, on n'a rien gagné. Pourtant, on fait des tournées partout dans le monde, il y a plein de filles qui nous suivent, mais on n'a rien dans nos comptes en banque. Il va même sortir les calculatrices, il va leur demander à chacun de calculer et ils vont se rendre compte que, entre 92 et 97, ils ont touché en tout environ 300 000 $, à savoir 12 000 $ par an
pour chaque membre, alors qu'ils avaient vendu plus de 30 millions de disques à ce moment-là. It was probably our most successful year, but probably one of the most difficult years of our lives. Ils vont aller voir leur tonton Lou qui est là depuis le début, qui les soutient, qu'ils prennent un peu comme leur père en fait. C'est lui qui leur a tout donné, qui a tout structuré, donc ils vont le voir et lui disent franchement, on trouve qu'on n'est pas assez bien payé, on n'arrive même pas à joindre les deux bouts alors qu'on cartonne. Et là, tonton Lou va les regarder en leur disant, mais de quoi vous me parlez? Vous êtes de petits ingrats. Et d'ailleurs même, si vous voulez discuter, sachez qu'on arrête tout. Parce que moi, j'ai déjà un groupe de filles là, qui est votre version féminine. Et je sais que vous êtes brillants parce que vous avez déjà vu plusieurs vidéos. Vous savez que dans ce groupe de filles que Lou Pearlman manage à l'époque, il y a la fameuse Britney Spears. Oui, c'est son premier groupe. C'est lui qui les manage avec la mère de Justin Timberlake. Parce qu'effectivement, quand les Backstreet Boys vont commencer à se plaindre de leur rémunération, non seulement Lou va les envoyer chier, mais en plus il va leur dire clairement, vous n'êtes même pas important en fait. Vous pensez que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Regardez partout dans les médias, et ça c'était vrai, on dit que vous êtes un feu de paille. Vous n'allez pas durer, c'est pour ça que je ne veux pas renégocier le contrat. Et d'ailleurs même, je viens de signer votre concurrence la même chose. Ça s'appelle NSYNC. C'est vraiment pas gentil. Là, il va se produire exactement la même chose qui s'est passé dans la précédente vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait les deux vidéos à la suite. À savoir que Brian va dire, il faut qu'on lui porte plainte. Et tout le monde va avoir peur de porter plainte. Parce que tout ce qu'ils avaient eu, c'était quand même Lou Pearlman. Et Brian va leur dire à la fin, ah, comme vous hésitez tous, moi, je vais lui porter plainte. Et donc, il va être le premier à porter plainte. Et c'est quand les autres vont se rendre compte que la plainte est en train d'aboutir, que tous vont le rejoindre. Ils vont donc réussir à quitter leur contrat avec Lou Pearlman, être récupérés par le label Jive Records. Et comme il fallait enchaîner très vite sur le second album, ils vont enchaîner avec le prochain album lancé par ce qui va devenir leur chanson signature, leur immense hit partout dans le monde, à savoir I Want It That Way. Il faudrait une vidéo entière pour comprendre et expliquer vraiment l'impact de I Want It That Way. J'adore les lives de cette chanson. Je trouve que Brian fait un travail exceptionnel. Écoutez ses backs en fait. C'est une production et un succès qui vont confirmer Max Martin sur la scène pop. Ils vont enchaîner avec Larger Than Life. Le succès de l'album Millennium est exceptionnel. C'est l'album le plus vendu de 99 et j'aime souvent vous le dire, tout le monde était vivant. Michael Jackson était là, Ray Charles était là, Mariah Carey, tout le monde était là et ils ont réussi à vendre 30 millions d'exemplaires. Ils poussent la folie autour des boys bands à un autre niveau dans le monde et en plus ça veut dire qu'ils se sont relevés de l'épisode Lou Pearlman. Ils ont rompu leur contrat avec lui et en plus ils ont reçu le premier arrangement financier, c'est-à-dire que Lou Pearlman a commencé à leur rembourser une partie de ce qu'il leur devait. Ils sont devenus des superstars mais ils ne sont plus que simplement des chanteurs. Ils commencent à comprendre l'aspect business de la chose. Et justement, alors que personne ne s'y attendait, après le succès de Millennium, ils vont venir devant Jive Records, ils vont leur dire, bon en fait, on vient de vendre 30 millions d'albums. On est d'accord. Le label va dire, oui, franchement, félicitations. Ils vont leur dire, ok, très bien, le contrat est nul et non avenu. Jive va leur dire, mais comment? Ils vont leur dire, mais on n'est pas idiots. Le contrat a été signé avec Lou Pearlman. Si Lou Pearlman est un escroc, ça veut dire que notre premier contrat avec vous n'était pas un bon contrat. Donc non seulement on veut être dédommagé, mais en plus, on veut re-signer un nouveau contrat pour le prochain album et c'est là qu'ils vont avoir un contrat record de 60 millions de dollars. Et c'était super bien placé leur move. Parce que s'ils avaient fait ça avant de sortir l'album Millennium, peut-être que le label n'aurait pas fait la même promo et n'aurait pas autant investi après Lou Pearlman. Ils se sont assurés d'être en position de force pour renégocier leur contrat face au label parce qu'aussi ils savaient très bien que la concurrence commençait à marcher parce que les NSYNC managés par Lou Pearlman commencent aussi sur la même période à avoir leur premier hit. Les 60 millions de dollars pour plusieurs albums empochés, ce qui est un vrai changement, sachant que pour les premiers, ils gagnaient 12 000 dollars par an. C'était une augmentation de plus de 2000%. Ils se sont mis dans l'enregistrement de ce qui deviendra leur troisième album américain, à savoir Black and Blue. Lancé par une de leurs plus belles ballades selon moi, Shape of My Heart. Des fois j'écoute ça, notamment à la salle de sport, je m'assure que personne ne me regarde. Je mets les écouteurs très très bas pour que personne ne sache. Mais j'avoue que des fois j'écoute Shape of My Heart. Le titre va avoir un autre gros succès, même s'il sera moindre que I Want It That Way. Dans l'album, après avoir repris Joe sur leur premier album, ils vont refaire appel à des producteurs R&B. On avait Rodney Jerkins ou encore Babyface. Il va y avoir un second single de Cole qui va aussi avoir un beau succès.
Et au moment de sa sortie, c'est le premier album pour un groupe dans l'histoire de la musique qui va faire 5 millions de ventes dans le monde en première semaine. C'est-à-dire qu'ils sont encore au top, mais les boys bands commencent à être de moins en moins populaires. Au début des années 2000, les adolescentes qui les suivaient commencent à grandir et surtout tonton Lou Pearlman ne les laisse pas tranquilles parce que derrière il leur fait une concurrence absolument folle avec les NSYNC. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait parce que très prochainement il y aura une suite à cette vidéo où on reviendra notamment sur le clash en background avec les NSYNC, l'aspect sombre derrière chacun des membres des Backstreet Boys et pourquoi ils se sont autant détestés dans cette période plutôt juteuse de leur carrière. Parce que c'est aussi à cette période-là que les membres du groupe vont commencer à avoir de nombreux problèmes plus ou moins ingérables en interne. Le premier, c'est A.G. qui va être complètement addict à de nombreuses drogues et comme vous savez que la force du groupe c'était la cohésion et les harmonies et en plus qu'il était très important dans cette partie harmonique, ça va commencer à être difficile pour eux après la tournée de Black and Blue de performer ensemble. Donc ils vont commencer à se disloquer. La deuxième chose, c'est qu'encore une fois, une troisième fois dans leur carrière, les gars vont aller voir le juge en 2002 contre le label. En cause, la carrière solo de Nick Carter. Pour ceux qui s'en souviennent, Nick Carter était plutôt le beau gosse de la formation. On lui fait sortir un album en 2002 pour l'opposer à Justin Timberlake. L'album va faire 500 000 ventes, mais le label va pas mal miser sur l'exposition autour de Nick Carter. Or, les autres membres du groupe vont se sentir lésés. Ils vont dans un premier temps dire qu'ils vont enregistrer un autre album des Backstreet Boys sans Nick Carter et au final ils vont être plus malins que ça, ils vont attendre que le label sorte l'album, que la promo se termine et ils vont porter plainte au label qui était donc leur label, le même label, pour 100 millions de dollars en estimant que le label avait rompu l'une des brèches de leur contrat en sortant cet album de Nick Carter. Pour eux, la sortie de l'album de Nick Carter était une atteinte à leur marque et comme c'est leur propre label qui avait sorti cet album-là, ils méritaient d'être rémunérés et ils sont partis devant le juge, de vrais petits Américains. Suite à ça, les relations seront plus ou moins tendues entre les différents membres du groupe et avec raison parce que Nick Carter estime que les gars lui ont plus ou moins gâché sa carrière solo. Certes, ce n'était pas un carton absolu, mais il avait son disque d'or, il aurait pu pousser. Mais dès qu'on leur a rapporté plainte, bien sûr, le label n'avait pas continué avec la promo. Et de l'autre côté, A.G. ne va pas bien, donc on ne peut pas refaire un autre album du groupe tout de suite et donc c'est un peu le calme plat jusqu'au jour où A.G. va avoir sa propre émission chez Oprah et ils vont avoir la très bonne idée de lui faire la surprise en venant sur le plateau. Et regardez Oprah à l'époque, c'est 40 millions de téléspectateurs, c'est-à-dire qu'une grosse partie de l'Amérique regarde. Et c'est encore une fois une des choses qui va jouer en leur faveur, cette espèce d'authenticité en fait. Je viens à la télé, je raconte que je traverse une mauvaise passe, je me drogue mais je crois toujours en Dieu, mes frères sont là derrière moi. J'expie mes péchés chez la déesse du PAF qu'est Oprah et tout de suite après ils vont faire la transition pour commencer à enregistrer l'album suivant. Cet album qui sera présenté comme étant l'album de la maturité. En plus, entre-temps, Kevin va perdre son père et le premier single qui sera dans un son beaucoup plus pop rock pour montrer qu'ils ont vieilli sera tout de suite dédié à cette tragédie-là. Nous étions en 2005 et ça s'appelait Never Gone. Très logiquement, la mode autour des boys bands étant passée, leur public ayant grandi, l'album ne va pas faire des scores exceptionnels, mais ils vont quand même avoir 3 millions de ventes avec un autre second single, I Just Want You To Know. C'est-à-dire que malgré tout, c'est un redémarrage dans l'industrie, un peu fragile et très long. Leur score 4 ou 5 ans avant, mais 3 millions pour eux en 2005, ça n'était pas si mal. Ils ont fait une tournée qui a plutôt bien marché et vu qu'ils avaient un contrat avec le label sur plusieurs albums et que le label savait qu'avec eux on ne rigole pas, un centime ne cherche pas son frère, c'était plus ou moins clair qu'ils étaient censés enchaîner et c'est exactement à ce moment-là que pour la première fois de leur histoire, après quasiment 15 ans de métier, ils vont se séparer. À savoir que Kevin va se fâcher avec les autres et il va décider de partir pour pouvoir se lancer dans une carrière solo et faire Broadway. Brian de son côté, qui est le plus chrétien de tous, même s'ils sont tous très chrétiens, va sortir son premier album solo chrétien. Il va gagner un Dove Award.
Et là, très clairement, ce qui arrive tombe mal. Il y a une atteinte à leur marque. Ils étaient en train de revenir, de reconstruire le truc en mode adulte et finalement un de part. Et c'est aussi là que partout dans les États-Unis, il va y avoir plusieurs personnes, des chanteurs de country, des chanteurs de soul qui vont se proposer pour remplacer le membre. On va même leur dire, faites une émission de télé-réalité, vous allez embaucher le nouveau membre des Backstreet Boys en fait. Comme ça, les gens vont regarder, ce sera hyper télévisé comme un certain groupe de R&B. Et à la fin, tout le monde connaîtra le nouveau membre parce qu'ils vous auront aidé à les choisir ensemble. Sauf que ils vont avoir la très bonne idée de dire non, de dire que si Kevin n'est pas là, il n'embauche aucun membre. Certains membres même de NSYNC, désormais abandonnés par Lou Pearlman et avec le succès de Justin de leur côté, vont se proposer de retrouver un travail en allant chez les Backstreet Boys. Mais ils vont rester catégoriques et ils vont sortir 2 autres albums. En 2007, Unbreakable, qui était lancé par ce single-ci. Et en 2009, This Is Us, qui était lancé par ce single-ci. Ces 2 albums, contrairement à Never Gone, ont été des échecs absolument abominables. Ils ont d'abord fait 300 000 ventes, après ils sont passés à 200 000 ventes, et pour moi ça s'explique pour 3 raisons. La première, c'est que Kevin est parti, donc une grosse partie des fans se disent ce ne sont plus les vrais Backstreet Boys, on va pas aller voir. Ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'ils ont souffert de jeunisme. Quand ils sont arrivés avec Never Gone, ils étaient en train de vieillir avec leur public. Sur les 2 précédents, ils reviennent à quelque chose de beaucoup plus pop, beaucoup plus facile, parfois même pop électro, et leur public qui était déjà en train de vieillir va repartir. La troisième chose, c'est le storytelling. Never Gone, malgré tout, et plusieurs autres de leurs anciens singles racontaient toujours une histoire qu'ils avaient eux-mêmes tissée avec leurs fans, dans cette optique de vieillir avec eux. Finalement, sur Unbreakable et This Is Us, c'est des albums pop tout à fait banals qui ne racontent rien d'important, qui ne s'inscrivent même pas dans l'ADN du groupe, et finalement leur public ne va pas suivre, et ça va être la première période vraiment creuse de leur carrière jusqu'en 2012, quand Kevin va revenir, parce qu'à Broadway ce n'était pas trop ça, son premier album va être annulé, et donc ils vont le réintégrer au groupe de façon totalement permanente. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est repartir en tournée avec The New Kids on the Block. Ils vont d'ailleurs sortir un double album, et cette tournée là qui était un peu un retour vers le public originel va leur donner un petit boost en termes de vente de tickets de tournée. L'année d'après, ils vont sortir leur nouvel album à 5. Il s'appelait In a World Like This. Ils vont essayer de retrouver ce schéma beaucoup plus mature, une histoire collective racontée au travers des singles. Mais malheureusement, l'album ne va pas prendre parce que selon moi, les singles manquaient d'efficacité en fait. Même en termes de format radio adulte, je trouvais que ça manquait d'efficacité. En plus, ils étaient en indé. Donc, ils vont finalement faire 100 000 ventes sur ce schéma-là. Et on aurait pu se dire en 2013, c'est fini pour eux en fait. Ils vont encore vendre des tickets de tournée parce qu'ils ont eu un gros nom. Mais pour se relever de 100 000 ventes en 2013, c'est quasiment impossible. Et c'est plus ou moins ce vers quoi ils se destinaient. Sauf qu'en 2014, les gars nous ont prouvé que eux, ils n'oublient pas leurs centimes. Lou Pearlman était en prison pour d'autres escroqueries multiples depuis 2008. Mais ils ont quand même reporté plainte à Lou parce qu'ils n'avaient pas perçu tout ce qu'il devait leur donner depuis 1999 et ils avaient évalué ça à 81 millions de dollars. Ils ont repris les avocats qui ont commencé à pourchasser et à harceler Lou depuis la prison, et Lou a finalement remboursé de façon symbolique 100 000 dollars et surtout il leur a remis, et ça c'est hyper important, toute leur bande. C'est-à-dire que tout ce que Lou avait pu filmer, qui lui appartenait en fait, les enregistrements, les vidéos, tout ce qui constituait le début de leur carrière, ils ont récupéré ça par la plainte, et l'année d'après ils ont sorti eux-mêmes leur propre documentaire retraçant leur propre histoire avec ces images-là qu'ils avaient reprises donc à Lou. La sortie du film qu'ils avaient produit et qui retraçait déjà une grosse partie de leur carrière était une très bonne idée. Mais là, ils vont avoir une chance de ouf. Le groupe Florida Georgia Line, qui est un groupe de country pop américain, va faire appel aux Backstreet Boys pour la chanson God, Your Mama and Me. Dieu, ta mère et moi. Une petite balade country pop romantique en 2017 qui va être un succès absolument phénoménal dans les charts country. Ils vont rester plus de 20 semaines dans les charts avec ce titre-là, et en plus ils vont réussir à faire le crossover, à savoir le Hot 100 américain, parce qu'ils vont se classer à la 46e place au Hot 100 américain.
Et en fait, cette chanson, dans la carrière des Backstreet Boys, est très importante. Parce qu'elle va leur permettre de faire un lien qui était totalement inespéré. Le public, en fait, qu'ils cherchaient depuis là. Et qui est vraiment lié à leur ADN. Et ça, vous allez le comprendre quand je vais revenir sur leur personnalité. Ce public qu'ils étaient en train de chercher avait grandi, mais avait aussi grandi pour beaucoup vers la country, en fait. Donc, le fait de revenir sur ce tube-là, qui allie en plus le côté religion et le côté sentimental, a été une bouffée d'air frais et en plus le souvenir. Donc, la chanson a cartonné et surtout, quand les labels ont vu que ça a cartonné, ils se sont dit, il y a peut-être encore quelque chose à faire avec ces gars-là. Maintenant que les petites filles qui les aimaient sont maintenant des mamans et les ont revues, donc on va les re-signer. Ils sont retournés en major après plus de 10 ans sans label et ils ont donc lancé en 2019 l'album DNA qui était lancé par ce single-ci. Quand vous regardez le clip, il y a un côté, les tontons de la pop font la résistance et c'est un peu ce que le label essayait de vendre parce qu'ils ont coupé la poire en deux. On y retrouve des tubes pop un peu faciles et de l'autre côté, il y a quand même des chansons un peu plus country pop pour pouvoir essayer de faire la transition. Là où on voit qu'il y avait un véritable effet de ferveur autour de ça, c'est que le premier single Don't Go Breaking My Heart va se classer à la 63e place au Hot 100 américain et c'est absolument exceptionnel pour un aussi vieux groupe entre parenthèses pop en fait. C'est-à-dire que véritablement en s'appuyant sur les mamans sur le tube country, ils ont réussi à toucher une petite audience jeune et de l'autre côté, ça s'est aussi transcrit dans les ventes d'albums. Sur certains marchés, effectivement, un album était équivalent à une place de concert, mais ils ont fait un tel gros chiffre en première semaine, à savoir plus de 218 000, qu'on voit qu'il y avait un véritable engouement parce que plusieurs autres pop stars de notre ère ont essayé de faire plus ou moins la même magouille et ils ont clairement récolté beaucoup moins de ventes. Donc avoir un disque d'or pour les Backstreet Boys en 2019, c'était exceptionnel et c'était la marque d'un retour et d'une véritable dynamique pour ce que j'appelle les carrières adultes. Parce que c'est ça qui est intéressant dans ce qui leur arrive et c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo sur eux. C'était pour montrer le schéma des carrières adultes. D'ailleurs, c'est une des premières vidéos que j'avais fait sur cette chaîne en réalité. Je la retourne juste. Donc il se dit quoi? Mais en fait, eux, ils se prennent pour qui? Je vais relancer un autre groupe et il va donc lancer les NSYNC parce qu'il est très ami avec la mère de Justin Timberlake. Tous les artistes qu'on connaît vont passer par là, c'est-à-dire qu'à un certain moment, le public mainstream va te lâcher et progressivement, ta vie n'est pas finie en fait. Ta vie c'est chanter, ta vie c'est exprimer ton art, tes cordes vocales, ce n'est pas à partir de 40 ans ou 50 ans parce que le public mainstream ne veut plus de toi ou qu'il s'intéresse aux plus jeunes que tu vas devoir arrêter de le faire. Et c'est donc pour ça qu'il faut parfois se renouveler ou se réinventer pour pouvoir vieillir avec son public. Et je trouve que eux, effectivement, ils ont une période à plat, ils se sont cherchés, mais là, ils ont retrouvé une dynamique qui peut leur permettre sur plusieurs années de tenir une véritable carrière adulte en fait. Vous n'allez pas les voir en featuring avec Travis Scott ou encore Kanye West pour pouvoir trouver un hit mainstream que tout le monde peut acheter, mais effectivement, ils pourront avoir plusieurs albums de disques d'or, même peut-être disques de platine, chez un public cible qui les a suivis depuis très longtemps et qui les revoit maintenant parce qu'il faut savoir que la tournée des Backstreet Boys de 2020 a été la 9e tournée la plus rentable au monde. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tout le monde veut aller chanter I Want It That Way, mais le défi pour beaucoup de ces artistes-là, c'est de se dire, après que les gens aient chanté mes anciens tubes, comment je peux connecter avec eux sur mes nouveaux albums dans un format qui leur ressemble aujourd'hui. Parce que même si tu veux chanter I Want It That Way en concert, ça correspond à la personne que tu étais il y a 15 ans. Comment est-ce que cet artiste-là peut te proposer une musique qui te correspond actuellement? Et je trouve que pour le coup, eux commencent à bien y répondre et c'est un schéma qui s'oppose à plusieurs artistes qu'on a vu sur cette chaîne. Et vous avez dû voir que plusieurs d'entre eux n'ont pas les solutions à ce niveau-là. Et aussi au niveau des contrats, en fait, moi je les respecte énormément parce que les gars se sont jamais laissés faire contre l'industrie en fait. À tous les niveaux, ils se sont battus. Tu leur dois un centime, tu vas rendre le centime là, même dans la tombe. Et moi j'ai trouvé que la dernière victoire face à Lou Pearlman, quand il leur remet les bandes, était une victoire symbolique de dingue. À savoir que même si tu n'as plus l'argent, les bandes là, ça nous appartient, tu nous donnes. Et ça montre aussi qu'ils étaient bien entourés, contrairement à beaucoup d'autres artistes qu'on a vus qui n'étaient pas bien entourés et qui n'ont pas pu avoir leur dû sur le très long terme. Enfin, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo qui revenait sur la partie plus ou moins stratégique et structurelle de la carrière des Backstreet Boys. Moi, à leur place, je n'aurais pas coupé la poire en deux. Je serais allé directement vers un album country, ne pas calculer le Hot 100 en me disant
on a eu un tube country, on continue dans cet esprit-là directement et je suis sûr que plus ou moins à force, ils auraient pu s'installer sur ce territoire-là. Et je pense d'ailleurs que eux-mêmes l'ont compris parce que c'est des personnalités assez particulières. Ça explique d'ailleurs leur manque en réalité de carrière solo et qu'ils ont un rapport à la religion qu'ils ont toujours affiché. Et quand ils ont dit récemment qu'ils allaient sortir comme prochain album, un album chrétien, ça ne m'a absolument pas surpris et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Parce que pour vous, vous vous dites, mais c'est complètement ahurissant qu'il veut sortir un album chrétien. Alors que pour moi, dans mon esprit, c'est une excellente idée marketing par rapport à tout ce qu'ils ont toujours vendu en fait. Parce qu'effectivement, au-delà des tubes pop machin là, quand vous les voyez en interview, moi j'ai quasiment rarement vu des artistes pop parler autant de Dieu. Eux, ils ont passé énormément de temps dans leurs interviews à parler de Dieu. Souvent même, ça a été un frein dans leur carrière parce qu'une grosse partie de la presse de gauche américaine pensait qu'il parlait à l'Amérique de Trump en fait. Et quand je dis Trump, c'est pour vous l'imager, mais bien sûr c'était déjà avant Trump que cette partie de la presse américaine ne les aimait pas. Et quand Trump est arrivé, ça s'est d'ailleurs vu dans leurs rapports humains parce qu'effectivement, il y en a certains qui étaient plutôt du côté de Trump et ça faisait pas bien d'être dans un groupe pop qui vend l'amour et de pencher du côté idéologique de quelqu'un qui est censé être un des pires dictateurs de la planète. Donc il y a tout cet historique là dans le groupe qui fait en sorte que je trouve que leur carrière adulte sera intéressante. Mais maintenant c'est à vous de me dire ce que vous pensez des Backstreet Boys, de leur histoire, de comment ils se sont battus pour leurs droits, leurs contrats. Est-ce qu'il y a des tubes qui nous ont marqué? Quelle est votre chanson préférée de la formation? Quel est votre membre préféré du groupe? Sachant que le mien vocalement c'est AJ, il aurait été dans une autre formation, il aurait pu faire une bête de carrière solo. Et que pensez-vous aussi de leur positionnement, de comment ils se sont débrouillés par rapport à plusieurs autres groupes qu'on a vus face aux escroqueries, notamment En Vogue en fait. Parce qu'en réalité dans cette histoire-ci, c'est Brian le Down, c'est lui qui va à l'attaque seul. Et Down de son côté a peur d'aller à l'attaque seul. Elle veut que ses potes soient avec elle pour qu'on négocie tous ensemble. Parce qu'elle a peur de ne pas peser assez. Et au final, comme elle est avec, entre parenthèses, des gens qu'on appelle des gagnes petits qui veulent garder ce qu'ils ont déjà acquis, elle va jamais porter plainte. Mais eux réussissent à faire l'inverse, ils portent plainte et ils gagnent leur procès. Pour moi, ils sont aussi en amont de l'avènement de Max Martin sur la scène pop, parce que même si on ne le reconnaît pas, c'est par lui que leurs premiers gros tubes sont arrivés. Bien sûr, il va y avoir Britney Spears ensuite, mais ça fait quasiment 25 ans que Max Martin abreuve la planète de hits, et le premier mentor de Max Martin des Nice Pop est le mec qui a fait le premier album des Backstreet Boys en fait. Donc malgré tout, dans ce qu'on écoute aujourd'hui, dans ce que beaucoup de gens écoutent aujourd'hui, il y a un véritable lien avec les Backstreet Boys. Bref, dites-moi ce que vous pensez de leur carrière, du schéma que je vous ai expliqué. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bon, on se refait une dernière fois la scène du début en souvenir. Tell me why Ain't nothing but a mistake. now number 5 I never wanna hear you say Woo! I want it that way. Ah, chills, literal chills. It was number 5. Number 5 killed my brother. Oh my god, I forgot. C'est mythique, c'est mythique.